Bonjour à tous. Alors on va débuter cet entretien d'ici quelques instants. Tout petit peu de patience, le temps que un maximum de personnes se connectent. Alors merci de rester avec nous. On va tout vous expliquer. D'ici quelques instants, on attend encore que les maximum de personnes se connectent. Voilà, on est en présence de Morad El Hattab. Beaucoup d'informations à vous partager aujourd'hui. Voilà, on a déjà plus de 100 personnes connectées, je vous remercie. On va bientôt débuter notre entretien. On va vous apporter un maximum d'informations. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de liens en description. Voilà, vous pourrez les consulter tout au long de l'interview et ensuite. Ce sera les liens sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pendant notre échange. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires et vos encouragements. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux pédocriminels en France, sujet que l'on suit depuis plusieurs années avec Nexus. On avait déjà interviewé bon nombre d'acteurs et d'enquêteurs sur le sujet dans le numéro 91 et 94 de Nexus. Vous retrouverez les liens en description. On en a déjà parlé dans nos précédentes interventions, les manifestations sur les réseaux pédocriminels, avec effectivement les interviews exceptionnelles de Jean-Pierre Mocky, feu Jean-Pierre Mocky. Voilà, on est plus de 160, on va débuter. Bonjour Morad El Hattab. Bonjour. Vous êtes écrivain, géopolitologue et vous êtes régulièrement interviewé sur les questions des conflits internationaux. Vous enquêtez depuis plus de 5 ans sur les réseaux pédocriminels et les résultats de votre enquête est édifiant. Vous avez depuis plusieurs mois libéré la parole de centaines de parents plaignants dont les enfants sont victimes de pédocriminalité. Vous avez récupéré bon nombre de dossiers qui vous ont été transmis par eux et qui confirment que le problème des réseaux pédocriminels est un problème systémique dans notre pays. Nous avions d'ailleurs interviewé à ce sujet, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans le Nexus 91 en 2014, Jean-Pierre Mocky, qui nous disait à ce sujet, et je cite, « Il y a une omerta parce qu'il y a des gens du gouvernement qui sont pédophiles. » Fin de la citation. C'est une bombe énorme. Justement, aujourd'hui, il y a eu un coup de filet dans l'Hérault avec l'interpellation de 60 personnes. Vous avez le lien dans la description. Pour vous, c'est un contre-feu médiatique, comme la récente couverture de Elle du 11 septembre, qui mettait en scène Brigitte Macron et Andrea Bescon sur les violences faites sur les enfants. Vous nous expliquerez tout cela à la fin. Je rappelle, avant de débuter cette interview avec vous, que ce dimanche 11 octobre, à Paris, place de l'Opéra, de 13h à 18h, il y a une manifestation pour dénoncer la pédocriminalité et les placements abusifs d'enfants. Nous serons sur place pour couvrir l'événement et nous comptons sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, revenons à votre enquête, Morad El Hattab. Qu'est-ce que la pédosphère en France? Quel est le lien entre le FBI, Jeffrey Epstein, Brigitte Macron et le combat contre les réseaux pédocriminels? D'abord, bonsoir à vous tous et je vous remercie de m'écouter en live, pour cet échange en live. La première chose auquel je tenais, qui est pour moi très importante, c'est d'abord de rendre hommage à Stan Mayo, qui est aujourd'hui injustement en prison, parce que c'est important de le rappeler, cet ancien gendarme qui a lutté activement contre la pédocriminalité, a vu des gens malignement
se servir de ces éléments pour les retourner contre lui et afin de faire croire que c'était lui le pédocriminel. Donc je sais qu'il est en prison en ce moment, il est au fait du combat que je mène à l'extérieur et je le salue bien. Et je lui dis bon courage et j'espère que ses co-détenus essayeront de soulager sa peine à être là où il est, mais on se battra énergiquement pour qu'il n'y reste pas en prison. Alors, je tenais absolument à le dire dès le début de cet entretien parce que c'est quand même assez incroyable. On est un des rares pays où des gens qui combattent la pédocriminalité se retrouvent en prison. 4 ans ferme je crois, et à côté de ça je vais citer pas mal d'exemples où de véritables violeurs pédocriminels d'enfants prennent des peines de prison avec sursis. D'accord. Autre point, merci d'avoir rappelé qu'il y a une manifestation contre la pédocriminalité ce dimanche 11 octobre, place de l'Opéra, mais c'est important de préciser, comme je vous l'avais déjà énoncé dans une précédente vidéo à la dernière manif, que maintenant ça devient national. C'est hyper important de montrer que dans d'autres villes, il y a des mobilisations qui vont se faire, des villes importantes. Et je salue tout le collectif qui se bat contre la pédocriminalité. Et je ne saurais jamais, infiniment les remercier, tant on est de plus en plus nombreux, tant la parole s'est libérée, comme vous l'avez dit, et je le vois au quotidien, toutes ces manifestations d'hommage qui me sont faites et qui sont faites au collectif dans le cadre de ce combat pour la pédocriminalité en France et contre la pédocriminalité. Juste à rappeler que pendant notre entretien, toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui disparaît dans ce pays, que pendant notre entretien, il y a eu 250 enfants à ce jour qui ont été violés ou victimes d'agressions sexuelles et que ça se passe, qu'il y a 2 enfants qui vont mourir aujourd'hui de fait de maltraitance. Ça se passe en France. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, malheureusement, notre pays est surnommé Pédoland. C'est navrant, c'est désolant, mais c'est la réalité. Alors pour en venir à l'intitulé de votre question, qui est extrêmement pertinente, effectivement, on a découvert il n'y a pas très longtemps, suite à toute notre mobilisation nationale et internationale, que Madame Brigitte Macron, et c'est tout à son honneur, a fait la couverture de Elle avec Andrea Bescon, qui était malheureusement victime d'agression et qui, pour ce faire, a fait une remarquable pièce de théâtre, puis un film pour le dénoncer, tant mieux. D'ailleurs, la couverture de Elle, je vous la montre, c'est celle-ci, qui annonçait... on va le mettre un tout petit peu plus... Qui annonçait, en finir avec les violences faites aux enfants. Bon, on peut se poser... Voilà, donc ça, c'est la couverture de Elle du 11 septembre. Est-ce qu'on peut la réduire un tout petit peu? Là, pour tous les... La date, 9 réduire septembre. pour voir le... Voilà, vous voyez. Merci. Je vous en prie. Donc à partir de là, je me suis naïvement dit, c'est génial. La conjointe du chef de l'État, attendez, j'éteins mon portable volontairement pour éviter qu'il s'appelle. La conjointe, c'est son titre officiel du président de la République, décide de prendre à bras le corps, après 3 ans à la présidence de la République, du sujet. Bon. Il faut noter que depuis cette une de Elle, il ne s'est pas passé grand-chose, voire pas du tout. Et moi, effectivement, ayant des relais et des réseaux internationaux, j'ai commencé quand même à interroger et des gens m'ont dit, mais écoutez, monsieur Latop, c'est quand même assez surprenant. C'est les gens qui entourent Brigitte Macron à l'Élysée. Il y a des personnages interlopes. Alors peut-être qu'en France on n'en parle pas, et elle a oublié de l'évoquer, mais on m'a posé la question. On me dit, mais attendez, comment se fait-il par exemple qu'à l'Élysée, parmi les conseillères officieuses de Madame Brigitte Macron, il y a Mimi Marchand. Il y a un livre qui est paru par 3 brillants journalistes français, dont 2 QJ, je crois, qui est quand même un type très aguerri. Alors, que vient faire Mimi Marchand dans cette histoire? Alors justement, j'y viens. Et on m'a interpellé là-dessus en me disant, mais c'est quand même une personne qui a un passé extrêmement trouble, trafic de drogue, et qui était intervenue bizarrement dans le cadre d'une affaire pédocriminelle qui touchait le fils d'un milliardaire français qui avait déjà été interpellé par la police à 2 reprises, qui détenait tout un fichier d'images pédopornographiques. Et manifestement, autour de lui s'est constitué un réseau de people où il y avait pas mal d'échanges photos de ce registre qui est quand même extrêmement grave. Apparemment, elle serait intervenue, c'est dans l'objet du livre,
pour empêcher à ce que les journalistes connaissent la décision judiciaire. C'est-à-dire que ça n'avait même pas été notifié auprès de la presse judiciaire. Donc ça n'avait même pas pu être repris par l'AFP et par la presse judiciaire. Alors justement, à ce sujet, on a l'exceptionnelle intervention de ce journaliste sur le plateau de Pascal Praud de CNews, qu'on vous a mis en lien dans la description, où il explique tous les enjeux et tous les contours de cette affaire qui implique Mimi Marchand. Alors justement, pour le coup, je tiens à féliciter Pascal Praud pour avoir eu le courage d'interviewer un des journalistes, un des protagonistes qui avait enquêté sur cette affaire. Il faut savoir que le livre a dû être imprimé à l'étranger. Un des 3 journalistes qui avait fait l'enquête s'est retrouvé avec sa porte sciée. Il y a eu des menaces. On est quand même en France. C'est pour ça que je dénigre jamais les journalistes d'investigation en France, parce qu'ils font en général un travail remarquable et heureusement qu'ils sont là. Mais ils sont menacés. Il y a un d'entre eux a été quand même gravement menacé, sa porte a été fracturée le livre a pu paraître et bizarrement on a étouffé beaucoup la sortie du livre. Ce n'est Pascal Praud quand même qui a eu le courage, il faut dire ce qui est, d'avoir interviewé un de ces journalistes et qui a fait état de ce que je suis en train de vous évoquer, que les structures étrangères que je côtoie, que je connais, s'interrogent. Comment se fait-il que cette personnalité, je vais qualifier d'interlope, ce n'est pas une insulte, hein. Ce n'est pas une insulte. Mais simplement, on se demande un peu ce qu'elle fait là dans les couloirs de l'Élysée. Comment se fait-il qu'elle est auprès de Brigitte Macron? Donc moi j'invite Brigitte Macron à se séparer très rapidement de cette personne, parce que déjà on se pose des questions, en l'occurrence aussi le FBI. Les réseaux Mimi Marchand, qui est très proche du couple Macron, sont des réseaux, en tout cas pour elle-même, qui a protégé des personnes impliquées dans des affaires de pédocriminalité. Effectivement, et ça c'est extrêmement grave. Autre point qui est très intéressant. Comment se fait-il, autre personnage assez étrange, qui d'ailleurs a délégué La République En Marche, hein, je crois qu'il n'y a que 8 délégués, donc c'est un poste quand même très important, et qui a créé une sorte de structure via l'Élysée, structure des talents, bon bref, qui conseillerait, qui aurait l'oreille du président. En tout cas, il y a plusieurs articles de presse qui le révèlent, a dénommé Jean-Marc Borrello. Alors moi on m'a posé la question, on m'a dit mais monsieur à la table quand même, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, suite à tout le travail que vous avez fait, tout le collectif que vous avez amené, parce que ça a été suivi par des centaines de milliers de personnes, comment se fait-il que Madame Brigitte Macron a une proximité avec ce Jean-Marc Borrello? Bon, alors on tape sur internet, il y a un truc délirant. Cet homme a été témoin de la défense, était l'ancien administrateur d'une structure qui s'appelait les Tournelles, dont le directeur Robert Meguel a été condamné à 11 ans de prison ferme en 2004 pour viol et attouchement sur mineur. C'est-à-dire qu'on a à l'Élysée quelqu'un qui a été témoin de la défense, c'est-à-dire témoin de ce dénommé Robert Meguel qui rééduquait les enfants par le beau et le merveilleux, tout en les violant manifestement. C'est sidérant. J'invite Brigitte Macron, avec tout le respect que j'ai pour elle, de se séparer en urgence et que ces gens soient virés de l'Élysée, que M. Jean-Marc Borrello soit démis de ses fonctions dans l'heure. Et à ce moment-là, on prendra pour argent comptant, et je n'aurai pas à entendre des gens à l'étranger m'interroger sur ces personnes dont j'ignorais une telle proximité à l'Élysée quand même, au sein des saints. Je ne vais pas évoquer la troisième personne dont on m'a cité le nom, mais là c'est un secret pour personne, qui est le fameux Daniel Cohn-Bendit, hein, qu'on retrouve plus ou moins interrogé en permanence sur LCI, dont pareil, hein, rééducation des enfants à travers les centres d'enfants, hein, où il estimait que ça ne chagrinait pas que des enfants mineurs lui mettent la main dans le pantalon. C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. C'est un microcosme, on va dire tolérant, on va dire ça, envers les réseaux pédocriminels, voire promoteurs de ces réseaux qui gravitent autour des sphères du pouvoir. C'est quand même des gens qui, alors là il y a plusieurs personnes, hein, qui, on le sait depuis maintenant quelques années en France, parce que les chiffres de la pédocriminalité ont explosé déjà sous le mandat précédent, on se demande pourquoi, et
et qui justement, on a des gens qui estiment de plus en plus et qui manifestement influent sur les réseaux de pouvoir et même la magistrature sur le fait que des enfants sont peut-être conciliants ou accepteraient une relation sexuelle consentie avec un adulte. Parce que c'est quand même là, on a affaire à des gens quand même qui n'ont aucune pitié pour les victimes. Hein. C'est pas le problème. Même quand ceux qui défendent sont condamnés par la justice, justement, par des magistrats qui font le travail, c'est la majorité d'ailleurs, là on se pose vraiment des questions. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant à la suite de ça, comment ça se fait que Brigitte Macron, encore une fois, je ne dis rien d'insultant et de diffamant à son endroit, mais je pose des questions qu'on m'a aussi posées. Comment se fait-il que Brigitte Macron n'a pas pesé de tout son poids lorsque il y a eu le fameux article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles qui n'a été voté que par des députés La République En Marche en août 2018. Il faut savoir qu'à la suite de ça, malgré les dires de Marlène Schiappa qui portait ce projet, à part d'avoir augmenté les délais de prescription, ce qu'il faut reconnaître, Marlène Schiappa a dit non, on va faire du viol un viol, c'est faux. Depuis la majorité des affaires en France de pédocriminalité, on parle d'agression sexuelle et non pas de crime lorsqu'il s'agit de viol pour désengorger les assises. Et donc on décriminalise la pédocriminalité. C'est horrible, mais là c'est un état de fait. Donc moi j'invite Brigitte Macron quand même si elle veut vraiment peser de tout son poids et à apparaître crédible dans son combat qu'elle veut mener après 3 ans après avoir été à la présidence, je l'invite fortement à ce qu'elle se pose comme les vraies questions et qu'elle mène les vrais combats. Une de elles ne suffit pas. C'est pour ça qu'on en vient à ce qu'on disait en préambule, c'est un contre-feu pour vous. Pour moi, c'est un... Alors, je n'enlève rien à sa sincérité, mais pour moi, ça reste un contre-feu médiatique par rapport à tout le moment que je suis en train de mettre en place avec tout un collectif. Et on est en train de filer l'armure. On est en train de... Moi, je suis fier de ces Français, de tous les Français qui sont en train de dire « vous ne toucherez pas à nos enfants ». Et s'il y a bien quelque chose sur laquelle il y a l'unité, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur de peau, et ben c'est là-dessus. Alors justement, vous avez décloisonné la parole des parents plaignants qui militent de leur côté, parfois isolément, en étant impuissants. Mais vous ne faites pas que ça en fait, c'est que vous avez enquêté, vous avez, parce que vous avez été lié personnellement à une affaire qui vous a fait rentrer dans les rouages des réseaux pédocriminels et dans la compréhension de comment ils fonctionnent finalement. Et là où je voudrais insister, c'est pour comprendre que ce n'est pas des faits isolés, ce ne sont pas des faits divers. Bien sûr, il y a des faits divers que l'on nous met en contre-feu, mais là où votre travail est précieux, comme celui de feu Jean-Pierre Mocky, mais alors de Serge Garde, Laurence Beneux, et j'en oublie certainement, exactement. Il y a vraiment eu un travail de quelques journalistes courageux ces 20 dernières années. L'affaire Doutreau a aussi permis de révéler énormément d'incohérences et de manipulation de la justice. Qu'est-ce que vous avez pu confirmer? Qu'est-ce que votre enquête a pu permettre de révéler? Et pourquoi ce lien surprenant avec le FBI, Jeffrey Epstein, et ce qu'on vit dans la situation des réseaux pédocriminels en France? Alors, ce qui est très important, et un point à rappeler, d'ailleurs je crois que le seul journal qui a eu le courage de révéler que les Américains, le département de la justice américain se plaignait des freins commis en France dans le cadre de l'affaire Epstein, Valeurs Actuelles. Un remarquable article dans ce sens et qui le rappelle. Donc c'est quand même bizarre qu'en France... J'avais oublié, c'est vrai qu'il y a eu aussi Élise Lucet qui a fait un travail formidable au début des années 2000. Exceptionnel, par rapport aussi je crois aux enfants Roche, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Voilà, et le juge Roche qui a été suicidé, qu'on a dit qu'il s'était la mort non élucidée. Hein. Il se serait suicidé mais la mort n'est non élucidée. Donc il faut savoir. Et son fils Marc a témoigné de manière remarquable sur le fait et comment on prenait au piège et comment c'était des réseaux qui se constituaient, des magistrats ou des policiers, on les faisait venir à certains endroits dont ils ignoraient l'issue et ils étaient pris en photo dans le cadre de cérémonies rituelles, satanistes, pendant plein délire. Mais je dis qu'ils existent puisque en ce moment je suis en train d'inquiéter de remonter un réseau pédocriminel extrêmement important. Dimanche, lors de la manifestation, je montrerai 1 ou 2 photos d'enfants
que j'ai pu récupérer. Alors, encore une chose qui est très importante que j'envoie à tous vos auditeurs, c'est que lorsque vous travaillez sur les réseaux pédocriminels, ne gardez rien. C'est-à-dire que sinon on vous accuse, comme il a été pour Stade Maillot, d'être détendeur de matériel pédopornographique. Donc c'est pour ça que tout de suite je monte des dossiers, je les envoie à plusieurs États étrangers, je les envoie à quelques avocats de confiance, à quelques amis de confiance, pour que jamais moi je sois détenteur de ce genre de documents. On a quand même tenté 3 fois de commettre des effractions chez moi, des tentatives physiques aussi, l'agression, des classements sans suite un peu bizarres, mais j'évoquerai tout ça au fur et à mesure. Parce que vous ne faites pas qu'enquêter, vous vous battez, judiciairement parlant, dans des dossiers qui vous concernent, et c'est là où vous avez réussi à comprendre la systémique, la structuralité de la chose et la résonance avec d'autres cas. Ce qui fait ma particularité, frère, c'est que je suis moi-même parent plaignant. C'est-à-dire que j'arrive pas où je dis je prends le dossier, je gère. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, j'ai vécu ce que vivent aujourd'hui majoritairement des parents plaignants, qui sont majoritairement des mamans, qui sont littéralement massacrées et par des brigades de protection de la famille, qui depuis qu'elles existent d'ailleurs n'ont jamais arrêté un moindre réseau pédocriminel en France. C'est quand même assez étrange, il faut se poser la question. Et puis des quelques magistrats minoritaires liés au réseau pédocriminel, parce qu'il y en a malheureusement dans l'institution judiciaire. Mais là où on parlait tout à l'heure aussi de contre-feu, il y en a un autre, celui que vous avez évoqué lors de notre entretien, que ce soi-disant coup de filet de la police. C'est pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui. Aujourd'hui, interpellation de 60 personnes, coup de filet dans l'Hérault. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, ce que ça veut dire, et c'est là important où il faut alerter les Français. Les Français, c'est normal, ils ont la naïveté de croire que le boulot est fait. Bon, alors je vais vous donner des exemples concrets. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le minima du minima que peut faire l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP. Bon, alors qui sont à l'origine de cette interpellation. Bon, 220 policiers mobilisés, police de pédo, le nom de code. Bon, 60 personnes arrêtées. Je vous dis que c'est très maigrichon, très maigrichon. Je vais vous donner un équivalent. Des gens avec qui je travaille. La cellule FBI Trafic Humain a alerté le Canada, qui avait alerté l'Allemagne sur un réseau pédocriminel, fichier d'échange photopédographique. Bon, on a eu 30 000 arrestations. 30 000. Le chef des réseaux a pris 12 ans. Là en France, vous voyez, c'est 60. C'est pour dire aux Français, bon, voyons, on passe, on fait des choses. Il y a plus de pédocriminels en Allemagne peut-être? Bah justement, il faut croire qu'en Allemagne, non, on fait le travail. Mais il y a un truc qui est très intéressant à savoir, c'est que les services secrets étrangers travaillent de moins en moins avec la France sur ces sujets-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affaire Pédoland, l'affaire Epstein, il y a quand même des choses très graves qui se sont déroulées en France qui ont fait que... moi, je connais 2 dossiers. Un dossier qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une arrestation de grande ampleur sur le plan international qui avait été faite avec les États-Unis et les services secrets australiens, à l'époque où le Premier ministre était M. Turnbull, qui était un mec exceptionnel. Et ils avaient arrêté un réseau dark-tech pédocriminel avec 400 gros prédateurs sexuels, plus des milliers d'intervenants. Et ils avaient arrêté dans le cadre de cette opération un policier à Rouen. Il y a eu très peu d'écho, mais la presse locale en avait fait état. Il y a quand même des journalistes qui font leur boulot, il faut vraiment le croire. J'insiste là-dessus. Et bizarrement, ce policier s'est pendu dans sa cellule. Et puis sa femme, qui était plus ou moins complice, a été mise en psychiatrie. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient tenté de faire avec moi aussi. D'ailleurs, c'est assez comique. Ils ne sont pas arrivés, puis là maintenant ils vont avoir du mal à le faire. Et donc du coup, l'affaire a été étouffée dans l'œuf. Et là, les services secrets étrangers se sont dit, on ne peut pas travailler avec les Français. C'est-à-dire que c'est plus possible. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas travailler sur la pédo et remonter les réseaux, on travaille entre nous. Et donc c'est par exemple, l'exemple avec l'Allemagne est flagrant. C'est-à-dire qu'on a eu aussi un ministre de la Justice en Allemagne qui est venu, qui a fait des conférences de presse. Il y avait vraiment une volonté pour le coup d'arrêter tout le monde, de faire le boulot. Là, on nous arrête 60 personnes. Alors ce qui est très intéressant, là je vais alerter les Français. Comment vous expliquer que sur les 60 personnes interpellées, pareil, c'est que des seconds couteaux. Moi, je vois les profils, éducateurs sportifs, pères de famille incestueux, professeurs, informaticiens. Bon, voilà, on voit très bien que c'est des gens qui vont alimenter des gens au-dessus
mais bizarrement ceux-là ne sont jamais arrêtés, ou bien vous avez des interventions, comme je l'ai cité tout à l'heure, de gens qui côtoient l'Elysée. C'est quand même assez délirant. Mais ce que je vous dis, les pays étrangers le savent, parce qu'ils travaillent sur ces réseaux-là. Mais il y a une question qui est très importante. Sur les 60 interpellations, c'est la question que doivent se poser aujourd'hui tous les journalistes, tous les Français. Comment on peut expliquer qu'il y avait 13 personnes qui ont été arrêtées dans le réseau, qui étaient fichées, qui étaient dans le fichier des délinquants et criminels sexuels? C'est un peu un délire. Comment ça se fait que ces gens étaient toujours dehors? Comment ça se fait que les maires, les directeurs d'école n'étaient pas au courant? Comment ça se fait que ces gens-là n'étaient pas... La population n'était pas alertée dans ces 3 départements de la présence de ces 13 personnes fichées comme criminels sexuels? Et comment ça se fait qu'ils sont dehors? C'est pas des gens soupçonnés, c'est des gens qui ont fiché comme criminels. Certains avaient déjà été condamnés pour viol. Donc, d'autres pour détenteurs d'images pédopornographiques, mais certains pour viol. Alors, en fin de compte, c'est quoi le boulot de ces gens-là? C'est vous rattraper des gens que vous connaissez déjà? Attendez, on est en plein délire là. Et comment ça se fait que ces gens sont pas en tôle? Ils n'avaient pas pris 20 ans? Hein, ça vous rappelle pas un peu l'histoire du mec qui avait été condamné déjà pour 9 viols et qui a tué tout récemment cette jeune fille de 15 ans, hein? Et puis à la télé, on a vu défiler des magistrats la main sur le cœur, ainsi que des policiers, mais le travail avait été fait. Pas un mot pour la famille de la défunte. Alors là, vous comprenez que nos auditeurs, ils sont en train de se rendre compte, hein, qu'on est en train de monter pour empêcher notre mouvement, empêcher qu'on est en train de faire tomber les vrais réseaux, les vrais coupables, les vrais criminels dans ce pays. Des gens qui se servent de ces pauvres, ordures, qui sont des petites mains, qui les alimentent justement en photo, qui commettent des actes incestueux, mais qui les ramènent aussi dans leur réseau. Il faut qu'ils arrêtent là. C'est ce que dénonçait déjà Jean-Pierre Mocky. Alors bravo à Jean-Pierre Mocky. Vous avez rappelé qu'il dénonçait, sa fameuse phrase était, elle est là, il y a un omerta parce qu'il y a des gens du gouvernement qui sont pédophiles, mais il rappelait ici qu'il y avait aussi des juges là. Donc c'est extrêmement important. Et petite parenthèse, mise à part, le commissaire divisionnaire de l'OCRVP, il faut que vous sachiez que dans le cadre de mon affaire, je lui ai écrit à 2 reprises ce monsieur, pour lui donner les 4 noms de 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Là, on est sur du lourd, là, sur du réseau. Qui changeait les pièces d'identité des enfants français qui étaient amenés à l'étranger pour être témoins, pour être victimes de pédocriminalité, d'actes barbares ou témoins de partous comme l'ont été mes propres enfants. Hein? Eh ben, il m'a jamais répondu. Ah, parce que quand il veut du lourd, il veut pas du lourd. Hein? Alors va attraper les 13 mecs que tu connaissais déjà, hein, au lieu que ces 13 salopards soient en tôle. Par contre, ceux qui font du super boulot et à qui bizarrement on donne très peu de moyens, c'est à l'Office central de lutte contre la cyberpédocriminalité à Rosny-sous-Bois. Hein? Ils se battent comme des dingues pour remonter des gros réseaux pédocriminels à qui on donne peu de moyens. Je les félicite, toute l'équipe de cette gendarmerie. Comment ça se fait qu'on ne leur donne pas plus d'effectifs? Comment ça se fait qu'on ne leur donne pas plus d'argent? Comment ça se fait qu'on ne leur donne pas plus de véhicules même pour les interpellations? Parce que parfois ils n'ont pas pu interpeller des gens qui allaient le faire parce qu'ils n'avaient pas le véhicule. Hein? Et au sein de la police, ils sont incriminés parce que soi-disant ils s'occupent des mineurs. Leur surnom c'est couche-culotte. C'est pas une honte en France d'entendre ça et de voir ça, mais ça je le dis à vos auditeurs parce qu'ils ne savent pas, ce sont des vérités qui leur sont cachées. Il y a des flics qui font le boulot dans ce pays, il y a des gendarmes qui font le boulot et qui se battent pour sauver nos enfants. La plupart font le boulot. La majorité, ce que vous avez découvert, c'est qu'il y a un parasitage à tous les niveaux dans nos institutions de quelques personnes qui tiennent certains leviers. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi j'ai dénoncé certaines policières qui au sein de la brigade de ce qu'on appelle la brigade de la protection de la famille, vous parlez, ils ne protègent ni les enfants ni les femmes agressées, hein, souvent, de viol. Hein, et ils falsifient les enquêtes. Et j'ai plein de parents plaignants qui ont été traités comme des moins que rien alors qu'ils voulaient sauver leurs enfants des réseaux pédocriminels. Et maintenant les Français sont en train d'en prendre conscience. Je parle. Tout un mouvement est en train de se faire, mais un mouvement colossal. Aujourd'hui, ça va se faire dans plusieurs villes. Mais une chose qui est très importante, les réseaux, ils existent. Il faut qu'ils arrêtent de dire que les réseaux n'existent pas. D'ailleurs, dans vos interviews que vous avez fait dans Nexus, et j'invite les gens vraiment à acheter vos 2 numéros
de mars-avril 2014 et septembre-octobre 2014, parce qu'il y a aussi un dossier sur les placements abusifs. Ce qui est très intéressant, il y a eu à l'époque un policier qui était un ancien des services français, qui s'appelait Georges Abbas, qui avait à Sud Radio témoigné en 2012 sur le fait qu'en France il existait des réseaux pédocriminels. Et d'ailleurs, il y a des fichiers qui s'échangent, donc à partir du moment où ils s'échangent, il y a des clients. Il faut savoir que les fichiers d'enfants sodomisés, torturés, se vendent entre 2500 et 1 million d'euros. Il faut le savoir. Les Français sont en train de découvrir, oui, par ma voix, et par la voix de tous ceux qui me sont solidaires, et de tous ces parents plaignants, que la France aujourd'hui est pédolande, qu'il se passe des choses extrêmement graves. Une grande majorité des services secrets étrangers ne veulent plus travailler avec la France. Et d'ailleurs, mon ex-compagne qui est tombée dans un réseau pédocriminel se vantait auprès de moi que les sources au placé qu'elle connaissait de la sûreté de l'État qui allait jusqu'à lui donner des lieux où il y a avoir des attentats terroristes. Ce qui est quand même extrêmement grave. J'ai porté plainte auprès de la procureure d'antiterrorisme. Tant qu'elle n'ouvrira pas une enquête, tous les Français considéreront que des membres actifs au sein de la DGSI, je ne dis pas tous, pédocriminels déviants, violent des enfants et détournent leurs fonctions. Mais ce qui est très important à savoir, c'est qu'elle se vantait qu'à part l'Espagne, qu'il y avait de vraies collaborations d'échanges avec la France, les autres pays ne traitaient plus avec la France. Alors justement, vous, dans votre enquête, vous avez personnellement été en contact avec des membres des services étrangers. Vous avez obtenu des informations, vous avez des... Comment dire, je vous laisse le soin de dire ça. Vous comprenez qu'officiellement, je ne peux rien dire de tout ça. Moi, tout ce que je peux dire, oui, il y a une chose que je peux révéler, c'est que effectivement, tous les dossiers liés à des réseaux, je dis bien des réseaux, c'est vrai que je ne peux pas répondre favorablement à des cas particuliers, mais je suis noyé par des réseaux, par comment dire, de plus en plus de documents qu'on m'a donnés, qui ne sont pas chez moi, hein, bien sûr. Je travaille très rapidement par rapport à ça. J'ai alerté énormément de services secrets étrangers, oui, je le dis publiquement. Pourquoi? Parce que quand j'ai alerté les services secrets français, et que j'ai écrit directement au directeur de la DGSI, il a refusé de me recevoir. C'est-à-dire qu'il a officiellement... En quelle année 2016, 2017, et puis encore récemment, l'homme qui vous parle en face de vous, pour essayer de couvrir leurs méfaits, on m'a fiché S. Je suis passé... On a voulu me faire passer pour un terroriste. Oh, vous savez, comme moi, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages, plusieurs prix littéraires, je fais des conférences à travers le monde entier. Pour vous dire le ridicule de ces salopards et de ces pédocriminels, je suis passé à huis clos au Conseil d'État contre le ministère de l'Intérieur, qui était, très gêné et très mal à l'aise, et qui, du bout des lèvres, disait qu'il ne pouvait pas répondre à savoir si j'avais une fiche S ou pas. Or, j'ai la preuve que la commissaire centrale du 17e, ex-commissaire centrale Catherine Jourdan, a menti à la justice, que Géraldine Charles, qui était probablement en lien, qui était magistrate à ce moment-là, qu'il est toujours d'ailleurs, a menti dans le cadre de son jugement me concernant. Donc ce sont des gens là qu'attention, on parle de constitution de réseau. Et bizarrement, quand je sollicite celui qui se vante aujourd'hui de cette interpellation de 60 personnes qui détiennent des fichiers pédocriminels, pédopornographiques, pardon, et même aussi pédocriminels, parce qu'il y a dans ces fichiers, il y a un homme qui violait depuis 5 ans sa fille, pareil, comment ça se fait qu'on n'a pas alerté le directeur d'établissement scolaire, l'inspection académique. Je reviendrai aussi sur l'inspection académique qui joue un rôle très trouble lorsqu'il faut condamner les actes pédocriminels. Malheureusement, j'ai été victime de 2 inspectrices d'académie qui n'ont pas fait leur travail, qui ont protégé des cas de violence sur mon propre enfant. Donc attention, il y a des choses qui se passent au niveau de l'État français qui puent, qui sont dégueulasses, mais aujourd'hui on dénonce tout. Et moi je suis prêt à être confronté à tous les gens que je cite. Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris de la cellule du FBI sur le trafic humain? Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à Brigitte Macron en tant qu'information utile, qui pourrait lui être utile dans ce qui semble être son nouveau combat, justement, contre la violence faite aux enfants? Alors justement, on fait crédit à Brigitte Macron de la volonté qu'est la sienne de vouloir se battre pour ça. Alors je vais vous montrer quelque chose. Brigitte Macron, avant ça, je l'ai sollicitée 4 fois depuis qu'elle est à l'Élysée. 4 lettres.
Jamais eu une réponse. J'ai rencontré énormément de parents plaignants qui viennent de plus en plus à moi. Tous avaient écrit déjà à Brigitte Macron. Pareil, la majorité d'entre elles, ce sont majoritairement des mamans, jamais une réponse. Bon, alors devant vous, je vous montre copie de la 5e relance que je fais à Brigitte Macron. Et la lettre est là. Donc je posterai cette lettre demain. Elle l'aura avant-hier ou plus tard. Brigitte Macron, vous avez la lettre que je vous envoie. Alors je vous invite très fortement et avec beaucoup d'amabilité à me répondre. Vous avez mon numéro de portable, on peut se rencontrer. C'est la 5e relance, donc vous ne pourrez pas dire que cette fois, bon, ça fait beaucoup, 5 lettres sans réponse. Par contre, Brigitte Macron, on va faire quelque chose d'exceptionnel, Je vais vous amener, et vous allez découvrir par vous-même, Madame la conjointe du président de la République, je vais vous amener auprès de gens qui font partie d'un réseau. Si vous permettez, Brigitte Macron, je vais vous amener, par exemple dans le cadre de ma propre affaire, auprès de gens qui sont intervenus pour protéger des pédocriminels. Je vais vous amener dans le commissariat du 17e, où sévit une certaine Émilie Salé, qui a été promue pour avoir triché dans mon affaire comme chef de la brigade de protection de la famille. Nous allons aller à sa rencontre. Et devant elle, je vais vous expliquer comment elle a triché et pourquoi elle a triché. Je vais vous amener auprès de Pauline Bonneau, une policière aussi, qui dit être couverte par sa hiérarchie alors qu'elle avait interrogé mon fils à son école à l'insu des parents, dont les propos rapportés par mon enfant sont horribles. Tabassé. Je vais vous amener auprès de la commissaire centrale du 17e. Je vais vous amener auprès de la commissaire centrale du 8e arrondissement, du commissaire du 13e arrondissement de Paris et de la commissaire de Versailles, où à chaque fois mon enquête a été falsifiée, jamais j'ai été entendu, jamais j'ai été confronté. C'est-à-dire que tous les principes constitutionnels qui font que la France est la France ont été violés par ces personnes. Vous voyez, je cite des personnes bien précises, je ne cite pas tout le commissariat, je ne mélange pas tout. J'ai plein de copains policiers qui travaillent dur, jamais moi je les traiterai d'un quelque nom d'oiseau, parce que vraiment, ils font honneur à l'uniforme qu'ils portent, contrairement aux personnes que je viens de citer, qui sont la honte de la police. Et on ira aussi à l'IGPN, qui dans le cadre des réseaux pédocriminels ne devient pas l'inspection générale de la police nationale, mais l'inspection générale de la pédocriminalité nationale, où deux salopards ont signé 2 rapports bidons pour tromper la vigilance du directeur général de la police nationale, du ministre de l'Intérieur. Donc, je vais vous ramener aussi au tribunal judiciaire de Paris, Madame Brigitte Macron. On va aller rencontrer Géraldine Charles, en personne, cette corrompue qui a triché, qui pour l'instant très maladroitement protégée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui, pareil, une structure qui ne devrait pas exister parce que les juges est partis. Comme l'IGPN, au niveau européen, on estime que c'est complètement délirant, qui est très maladroitement protégée par eux pour l'instant, malgré les graves manquements et les faits de corruption qu'elle a commis. Elle est allée dans mon affaire jusqu'à téléphoner à un médecin psychiatre que j'avais refusé, qui est le docteur Michel Dubec. Je l'avais refusé parce qu'il était apologiste du viol. Et il avait écrit on a vérifié ça avec vous il y a quelques temps. Effectivement, c'est hallucinant. Qui lui a téléphoné dans le cadre de mon affaire pour qu'il fasse un rapport bidon contre moi, pour que je ne vois plus mes enfants, à cause de Géraldine Charles. Ça fait 4 ans, en 4 ans, j'ai vu que 7 heures mes enfants. Et des associations bidons. Je vais vous ramener, Brigitte Macron, auprès de directrices d'associations bidons qui, ne remplissent pas leur mission de service public et donc qui volent l'argent des Français parce que c'est des détournements de fonds publics. On est là, Brigitte Macron, je vais vous prendre par la main et je vais vous amener devant les protagonistes de réseaux pédocriminels. Vous allez rentrer dans un monde fascinant. On peut amener des journalistes avec nous pour interviewer ces criminels, parce que là on parle de complicité de corruption de mineurs. C'est des gens qui doivent se retrouver en correctionnel aux assises. Je vais vous amener aussi auprès d'un homme qui est maintenant juge de Créteil, qui était à l'époque vice-procureur en charge de la protection de l'enfance et bizarrement de la déradicalisation, qui s'appelle François Bonnecarrère, qui a sciemment vicié mon dossier, qui s'est amusé à même empêcher des procès-verbaux de réquisition rédigés par une autre vice-procureure à la protection de l'enfance, à qui j'ai demandé à plusieurs structures internationales une enquête sur ce monsieur pour savoir parmi les enfants qu'il a fait placer dans le cadre de la déradicalisation combien ont été violés, sodomisés et torturés.
Ce type s'est même permis de faire des classements sans suite dans le cadre de mon affaire, où des témoins ayant attesté sur l'honneur n'ont même pas été interrogés. Alors, je vais vous emmener auprès d'eux, parce que là, Brigitte Macron, vous allez découvrir le réel. Et quand j'entends certains magistrats dire on n'est pas déconnecté du réel, là, pour le coup, si, et gravement déconnecté du réel. C'est pour ça que je demande, et pas moi, tout le collectif, la révision de l'ordonnance de 58, où il faut introduire la responsabilité pénale des magistrats et jugée par un jury populaire constitué pour moitié d'anciens policiers, gendarmes et militaires. C'est très important. Moi, je veux dire une chose très simple. Nous sommes tous responsables de nos actes. Moi, je suis responsable de mes actes. Mais quand on arrive à un tel stade d'ignominie, où en fin de compte, vous ne voulez pas par vous-même, au niveau même de la magistrature, vous débarrasser des magistrats pédocriminels ou complices de réseaux pédocriminels, il va falloir agir au niveau du législateur et de l'exécutif. C'est-à-dire maintenant, il va falloir changer la loi. Et là, je peux vous dire que les réseaux pédocriminels vont tomber en masse. Quand vous voyez le juge pour enfants à Dijon, qui était surnommé par ses pairs le libertin, non mais il était connu. Le type, il a fallu... Et heureusement, encore une fois, je vous dis, il ne faut pas dénigrer le travail des journalistes. J'insiste, vous êtes vous-même des médias libres, des médias mainstream, il y en a qui font le boulot. Et ça, j'arrête pas de le dire, les journalistes ne protègent pas les réseaux pédos. Peut-être certains plus haut placés au niveau des médias, mais dans l'ensemble, ils font le job. Ils font le job. Et c'est grâce à un journaliste qui est sorti l'affaire du juge libertin à Dijon, puisqu'on commençait à chercher à le protéger. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature, encore une fois, qui ne devrait même pas exister. Cette structure ne devrait pas exister dans un État démocratique. Cette structure a décidé de ne pas revenir sur toutes les décisions antérieures de ce juge qui, manifestement, jugeait pas en droit, mais en opportunité, comme tous les juges mêlés au réseau pédocriminel. Et donc, la France paye, les Français payent, à travers leur sueur, leur travail, une confiance dans le système. Et la confiance, aujourd'hui, elle est trahie. Elle est beaucoup trop trahie. Moi, je vais vous prendre des exemples concrets. Parce qu'après, on te dit la justice manque de moyens. Non, non, là, c'est idéologique. On parle de la pédocriminalité. Il n'y a pas de manque de moyens. C'est les jugements qui sont pris. Vous pourrez vérifier sur Internet. Tarn-et-Garonne. Un pédocriminel abusé d'enfants se sageant séropositif. Il a violé, sodomisé des enfants, il leur a donné le sida. Il se le savait séropositif. Le mec a pris 4 ans ferme. C'est un problème. Alors, on a envie d'être romain. Alors, les juges qui ont pris cette décision, il va peut-être falloir que réfléchissez quand même. Parce que si à la rigueur, le jour où ça arrive à vos enfants, on vous dira, ben non, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, on va mettre que 4 ans ferme. Et puis vous savez comme moi qu'au bout de 2 ans, pour bonne conduite, cette ordure sans nom va sortir. Je tiens à rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature, qui a un gros problème à résoudre les problèmes liés à la pédocriminalité, avait en son sein un magistrat qui a été attrapé par la police, où il avait emprunté 5 noms différents pour aller sur des sites pornographiques. Oui, et il a pris que 8 mois de prison avec sursis, ce salopard. Bon, pareil, c'est sur Internet. Son nom est sur Internet. Il y a des journalistes qui ont révélé son nom, mais vous tapez Conseil supérieur de la magistrature, détention d'images pédopornographiques. Dans quelle année ? Il y a 5-6 ans, je crois, à peu près. Bon, bref. Mais bon, pareil, le procès a duré trop longtemps parce qu'il connaissait comment faire. Il est un bon magouilleur, un bon salopard. Et encore bravo aux policiers qui ont fait le boulot. Là, tout récemment, Meurthe-et-Moselle, l'oncle qui abusait de sa nièce pendant 10 ans. 10 ans. Ben, la mère, en plus de la fille, le savait, mais elle avait peur, elle était terrorisée par ce fameux oncle. Bon, alors elle a pris 4 mois de prison avec sursis parce qu'elle ne l'a pas dénoncé. Mais attention, là, les magistrats, ils ont été très sévères, hein. Attends, ça fait 10 ans qu'il violait la gosse, hein. 1 an de prison avec sursis. Le mec, il est dehors au moment où je vous parle, là. Alors peut-être qu'à un moment donné, on va faire un travail citoyen, c'est-à-dire qu'on va faire comme aux États-Unis, parce que les Américains ne comprennent pas du tout comment ça se fait que les magistrats français soient si, sensibles aux pédocriminels et pas aux victimes. La petite, sa vie est détruite. Je vous parle de 200, sur 250 victimes par jour en France. Il faut savoir qu'il n'y a que 10% de parents plaignants qui ont le courage d'aller porter plainte. Il y a 90% des enfants qui vivront avec ce crime toute leur vie. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est à partir à peu près de l'âge de 38 ans qu'a ce que a brillamment révélé Muriel Salmona, le post-traumatique. Où là, elle commence vraiment à parler. Il faut savoir que la vie de ces enfants sont détruites. Et sur les 10% qu'on la force avec leurs parents plaignants de révéler et d'aller au commissariat, lorsque c'est dans des réseaux pédocriminels, au résultat, vous n'avez que 0,3% de condamnation.
La France, c'est Pédolande. Et quand je pense que tout récemment, je crois que vous avez suivi ça, il y a deux journalistes minables qui ont essayé de m'attaquer, moi par en plaignant, donc c'est pour vous dire le degré éthique et le courage de ces gens-là, qui ont, soi-disant, évoqué un activisme de ma part, alors que je suis dans aucune association, je me bats avec bénévolement à aider plein de parents aussi. D'ailleurs, il a fait un papier en disant que c'était une enquête, il n'est jamais venu sur le terrain, il n'a jamais rencontré un parent plaignant. Donc c'est pour vous dire, mais bon, il appartient à la pédosphère, c'est son droit. Et puis il faut voir le type d'accusation. Il y en a un qui dit que je suis un agent de Mossad, il est accusé de la même chose le professeur Raoult, qui se bat contre les labos, donc ouais, nous on est dangereux. Et puis l'autre de l'autre côté qui disent qu'on serait dans la diodosphère. Enfin bon, mettez-vous d'accord, les journaleux de la pédosphère. En tout cas, je porte pas plainte contre vous parce que je ne veux pas perdre de temps. Mon vrai combat, c'est la pédo. Mais sachez une chose, et je vous le dis très poliment, je vous emmerde. Et je reste très poli. Il y a une chose qui est très importante aussi, qui est à révéler. Systématiquement en France aujourd'hui, on est tombé dans une forme de rituel judiciaire qui consiste à dire non, il n'y a jamais de crime. Peut-être que l'enfant était consentant. Mais dans quel pays vous voyez ça? On pose aujourd'hui à des enfants s'ils ont été consentants ou pas de l'acte pédocriminel. On est en plein délire. Ça se passe en France. Et les chiffres que je vous donne, personne ne les récuse. Personne. Tout le monde est au courant. Voilà. Et d'ailleurs, j'en veux à certaines associations qui bizarrement sont plus invitées que les autres pour dire ah ben non, il n'y a pas de réseau pédocriminel. Hein, les mêmes associations qui ont mis en doute la parole des enfants d'Outreau. Vous devriez avoir honte. Je pense en l'occurrence à la voix de l'enfant. J'invite Martine Brousse. Hein, D'ailleurs, cette fameuse parole qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de réseau pédocriminel a été rapportée de manière très courageuse par un journaliste de Ventête Pédo, Maxime, que je salue au passage, que je devrais rappeler parce qu'il a été extraordinaire dans beaucoup de dossiers qu'il m'a révélé aussi. Là, ça devient très grave. Et j'invite les people à ne pas se faire piéger aussi en allant soutenir ce type d'associations qui sont des contre-feux permanents et qui empêchent à ce qu'on avance. Voilà. Par contre, il y a des associations qui font le boulot. Je parle à l'association Jamila Alaf, je parle aussi, qui a été directrice pendant 10 ans d'Innocence en danger. Eux, ils font le taf. Et ils révèlent des choses quand même assez troublantes. Par exemple, dans le cadre je crois que c'est révélé dans votre journal, dans l'entretien avec M. Garde, ou avec Omeras Sellier, j'ai relevé ça. Dans l'affaire Zandort, voilà, tout se passe comme si les services de l'État voulaient étouffer la réalité. Eh ben, elle précise que dans l'affaire Zandort, une centaine de pédopsychiatres français ont été radiés de l'ordre des médecins pour avoir rapporté les sévices constatés sur les enfants. Et après, vous dites à un médecin, mais faites un signalement, vous comprenez qu'ils ne le font pas, ils ont peur. Mais vous vous rendez compte dans quel pays on est? L'ordre des médecins, là, qui ont caché un rapport dans mon affaire, que je poursuis auprès du tribunal administratif, qui bizarrement, le même tribunal administratif depuis 2 ans, n'a pas de date pour pouvoir ramener l'affaire, des blocages de partout, c'est minable. Et vous en prenez bizarrement professeur Raoult, professeur Perron, cachez-vous l'ordre des médecins, cachez-vous. Vous empêchez à des médecins de faire leur travail. Cette pièce maîtresse pour vous qui dans ce réseautage des personnes qui viennent un petit peu parasiter les institutions françaises, soit médicales, judiciaires ou policières, le Conseil de l'ordre joue un rôle là-dedans? Bien sûr, parce que dans mon affaire, ils ont protégé un médecin qui a fait un faux, qui a reconnu avoir fait un faux en faisant disparaître le rapport de la conseillère ordinale. Mais on est en plein délire, ça se passe en France. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai porté plainte avec tous les éléments auprès du doyen des juges d'instruction qui n'a bizarrement toujours pas ouvert d'enquête alors que ma plainte a été déposée en juillet 2019 pour violence sur mineurs. Les faits sont extrêmement graves. Par contre, j'ai porté plainte auprès des procureurs de Paris en qui j'ai une grande confiance. Je pense que le procureur de Paris... Il n'y a aucune raison que je n'ai pas confiance à la justice. Et c'est ce que je veux dire aussi à nos auditeurs. J'agis toujours dans le cadre du respect de nos institutions. Parce que pour moi, la majorité des magistrats, des policiers font le job. Débarrassons-nous des parasites, des ordures, des corrompus. Il y en a, tout le monde le sait. Ils constituent les réseaux, on va les sortir. Aujourd'hui, ils sont pourchassés déjà par plusieurs États. J'ai donné à peu près beaucoup de noms de magistrats français mêlés à des réseaux pédocriminels,
à des États étrangers. Et c'est normal. Je ne pouvais pas les donner à la DGSI. En tout cas, je cite dans mon affaire les miens, parce que moi, je ne peux pas me porter par rapport aux autres. Les États à qui vous Ah bah oui, les États. Alors, les États, bien sûr, je vais les citer. Les États-Unis, bien sûr. Et je remercierai jamais assez Ivanka Trump du super boulot qu'elle fait et de la bataille qu'elle mène très courageusement dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité. Il faut savoir que sous les Obama, on va pas revenir sur l'épisode Epstein ou Weinstein, mais Trump a fait arrêter plus de 3000 pédocriminels. Rien qu'aux États-Unis, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans le monde. Pour vous, l'affaire Epstein n'aurait pas pu advenir en dehors de l'administration Trump? Évident. Parce que il y avait, comment dire, certaines affinités avec Obama et Clinton. D'ailleurs, c'est révélé aujourd'hui. Il y a des documents qui sont déclassifiés. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup avant tout le monde. J'ai même les noms d'artistes français, de responsables politiques français au 22 avenue Hoche. J'ai eu la chance de découvrir malheureusement que quand en France on disait qu'il n'y avait rien dans le dossier Epstein, qu'il y avait des petites filles françaises qui avaient été envoyées à Epstein depuis la France en cadeau d'anniversaire, des filles de 12 ans françaises. C'est ça le lien entre l'affaire Epstein et les réseaux français, il est là. Complètement. Alors effectivement, je reconnais votre professionnalisme. Il est là. C'est important parce qu'on a du mal à faire le lien entre toutes ces affaires qui ont, en tout cas en France, sont diffusées, publiées de manière éparse, éclatée. Donc on a du mal, les médias en tout cas ne font pas trop ces liens. Et votre particularité, c'est d'avoir compris le fonctionnement de tous ces rouages. Alors oui, et puis ce qui est très important, ce qui est d'ailleurs assez incroyable à noter aujourd'hui, ce sont des journaux comme Gala ou Paris Match qui relèvent souvent, qui font état de l'affaire Epstein, alors que nos grands médias pratiquement ont peur de... Comme si c'était qu'une affaire people. Non, voilà, c'est ça. C'est très bien dit. Et en même temps, ils font un travail de fond. J'ai eu à constater Paris Match et Gala qui faisaient un vrai travail de fond et je remercie leurs journalistes. Et là, pour le coup, c'est hallucinant. Des filles françaises, des enfants français ont été amenés en avion aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Il a fallu bien sûr que pour ça, au niveau de la préfecture de police, il y ait des complices. C'est évident. Moi, dans mon affaire, il y en a eu 4. Je donnerai les 4 noms des 4 fonctionnaires de la préfecture de police dimanche. D'ailleurs, pour ce faire, Delpech, qui est l'ancien préfet de police de Paris, est un type très honnête. Je lui rends hommage. Il avait demandé une enquête dans le cadre de mon affaire parce qu'il avait trouvé comme que j'avais trouvé des indices extrêmement graves. Des pièces avaient disparu, encore une fois dans mon dossier à la préfecture de police de Paris. Des pièces d'identité ont donné à mes enfants, ce qui est extrêmement grave. C'est interdit en France. Sans ma signature à mon insu. C'est interdit en France. Même un ministre ne peut pas avoir cet octroi. Dans mon affaire, ils ont réussi à 2 reprises à changer les pièces d'identité de mes enfants pour cacher des faits de corruption et de voyage à l'étranger. On est dans la similitude de l'affaire Epstein. Et quand j'ai écrit au commissaire divisionnaire de l'OCRVP qui se vend dans sa petite action du jour, il ne m'a pas reçu. Et je vais vous dire un truc qui est très grave, sur lequel sont en train de travailler beaucoup de pays étrangers. On avait des 4 fonctionnaires d'élite qui travaillaient sur la pédocriminalité, qui étaient les 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Ils travaillaient au 4e étage, qui était la section, écoutez bien, qui travaillait principalement sur les réseaux pédocriminels. Il faut savoir que les États-Unis travaillaient remarquablement bien avec eux, il y avait des échanges extrêmement cordiaux avec ces 4 fonctionnaires émérites. Et bien, je vais vous dire une info qui est très simple. Les 4 ont été assassinés en France et on nous a fait croire que c'était un sourd-muet musulman qui bizarrement avait sorti un couteau. Les fameux attentats au couteau. Alors je vous remercie d'avoir employé ce terme. Depuis, le parquet antiterroriste a révélé que ce n'était pas un attentat terroriste. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous avez 4 familles endeuillées. Des enfants qui n'auront plus leur père ou leur mère. On doit la vérité à ces Français. On doit la vérité à la France. À ces gens de mérite, à ces gens d'honneur, à qui, on a dit, leur crime ne restera pas impuni. Parce que depuis, bizarrement, les dossiers qu'ils étaient en train de traiter au 4e étage sont sous scellés. Et devinez avec quoi comme dossier? Le dossier Epstein. Ces 4 fonctionnaires de police émérites, exceptionnels, paix à leur âme, paix à leur âme, prions pour eux, pour le repos de leur âme, prions aussi pour leur famille. J'invite leur famille
à prendre contact avec cellules trafic humain du FBI, à dire tout ce qu'ils savent, pour que l'affaire éclate au grand jour. C'est très grave ce qui s'est passé. Mais comment prendre contact avec la cellule trafic humain du FBI? Écoutez, c'est très simple pour les gens, pour ces personnes en l'occurrence. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là, avec aussi plusieurs autres pays étrangers que j'ai alertés par rapport à ce dossier. Donc il y a des enquêtes qui sont menées par leurs soins. Ils ont des moyens aussi techniques pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Paris. Mais en tout cas, il y a des gens qui les ont assassinés. Qui ont assassiné ces 4? Eh bien, je vous le dis droit dans les yeux. Je doute très fortement, j'ai le droit de douter très fortement que c'est la personne qu'on nous a dit. Et il faut qu'ils arrêtent ce gouvernement. Parce que c'est la personne qu'on nous a soi-disant indiquée. Qu'ils arrêtent avec ces pseudo-attentats musulmans. Personne ne les croit, personne ne leur fait confiance. Vous avez beaucoup trop triché dans le cadre des enquêtes pédocriminelles. Aujourd'hui, la majorité des États ne vous font plus confiance. Et mon ex-compagne, qui est aujourd'hui mêlée à un réseau pédocriminel, contre qui j'ai porté plainte au plus haut niveau de l'État, doit révéler comment ça se fait qu'elle savait qu'à part l'Espagne, avec qui il y avait des véritables échanges, tous les autres pays étaient moqués par les pédocriminels de la DGSI qu'elle fréquentait. C'est une honte, c'est grave, on parle d'affaires d'État. On parle d'affaires d'État. Voilà. Moi, j'ai apporté la preuve. Il y avait un attentat, ils ont osé lui dire qu'il y allait peut-être avoir un attentat à la gare Saint-Lazare. Alors, ça veut dire que ces gens-là ont été en lien avec des gens qui allaient commettre probablement les attentats. Allaient-ils arrêter les attentats qu'ils soient commis? Mais on est en plein délire là. Ces réseaux pédocriminels au sein de la DGSI, je parle encore une fois d'une minorité de pédocriminels déviants, anti-musulmans notoires, des tarés, des malades. Comment ça se fait que sous Valls, on ait pu avoir la production de ces malades mentaux? Et Valls, je te le dis face caméra, si tu as une paire de couilles mon type, viens, on fait un débat, toi et moi, sans autre invité chez Pascal Pro si tu veux. Alors pourquoi Valls apparaît tout de suite dans votre sujet là? Valls apparaît dans mon sujet parce que Squarcini, qui est l'ancien patron de la DCRI, avant que ça devienne la DGSI, justement sous le gouvernement Hollande, a révélé publiquement, je crois dans un interview de Thinkerview, que Valls était au courant qu'il allait avoir les attentats du Bataclan. Alors, Monsieur Valls, regardez-moi bien, Monsieur Valls, s'il vous plaît, lorsque vous n'arrêtez pas de la sermonner à la télé partout, terrorisme, islamisme, l'ennemi c'est le séparatisme islamique, ainsi qu'un dénommé Laurent Nunez, je suis prêt à débattre face à vous deux. Alors pour le coup, vous pouvez même venir les deux, hein, ça ne me dérange pas. On va révéler à la France votre vrai visage. Et vous allez devoir rendre des comptes, parce que là, pour le coup, c'est atteinte à la sûreté de l'État, complicité de crimes. Et si vous avez réussi, pour l'instant, à endormir les familles endeuillées françaises, vous n'allez pas endormir les familles étrangères. Parce que, pour le coup, sur cette affaire-là, ce qui est extrêmement grave, vous risquez d'être poursuivi auprès de la Cour pénale internationale. Alors quand j'apprends que le Saint-Lazare, par le biais d'un SMS qu'elle m'a envoyé, que j'ai transmis à la procureure antiterroriste, comment ça se fait qu'un attentat aurait pu avoir lieu à la gare Saint-Lazare? Vous savez comment que la gare Saint-Lazare, il y a des milliers de personnes qui y passent tous les jours. Combien de victimes innocentes y aurait eu lieu? Et il nous aurait sorti encore le baratin d'un terroriste islamiste. Attention! Vous voyez le lien entre les réseaux pédocriminels? Et attendez, mieux que ça. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, j'ai la confiance d'à peu près 1 million de Français musulmans. Pourquoi? Parce que je travaille avec à peu près 200 mosquées qui sont éloignées des structures officielles. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas de politique, ils ne sont pas rattachés à un État étranger, ils vivent avec peu de moyens, justement, mais les gens patriotes français, près de 200. Puis, lors d'événements et de fêtes, 3 000 à 4 000 personnes, c'est pour dire à peu près entre 700 000 et 1 million de personnes. Je suis en lien direct avec eux. Et donc, j'ai énormément communiqué avec eux dernièrement. Et je dis à Emmanuel Macron, je préfère vous prévenir, Monsieur le Président de la République, c'est un avertissement, de compatriotes, de citoyens. Il se pose de graves questions. Alors, j'y viens. Entre 2015 et 2019,
il y a à peu près 10 000 enfants de parents musulmans qui ont été violés, sodomisés, torturés, ou par des agents de la DGSI ou par la complaisance d'agents de la DGSI. A été attrapé le commandant de la DGSI des Ardennes, on essaie d'étouffer l'affaire aujourd'hui, qui détenait plus de 10 000 fichiers pédocriminels. C'est en quelle année ça? Il a été arrêté en juin 2019, c'est l'année dernière. Tout ça est récent. Je travaille aujourd'hui, j'ai révélé ça dans plusieurs entretiens que j'ai fait au niveau international, à la presse du Proche-Orient, à la presse américaine. Plusieurs pays dans le monde sont informés, plusieurs pays. D'ailleurs, M. Emmanuel Macron, président de la République française, est au courant. Parce que lui, je l'ai sollicité, lui, quand même. Je l'ai d'abord sollicité, lui, avant de m'adresser à l'étranger. C'est pour ça qu'on ne peut pas me traiter de complaisance avec des États étrangers. Je suis français, j'ai d'abord sollicité les institutions de mon pays. Qui ne vous ont pas répondu. Qui ne m'ont pas répondu, qui ne m'ont pas reçu. Et mieux, Macron a été même interpellé par des personnalités importantes. Bon, et pareil, il ne leur a pas répondu. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire que, manifestement, il n'aimait pas les amants, il n'aimait pas les enfants. Parce que là, je m'interroge. Bon, Brigitte Macron, là, je lui tends la main, elle va recevoir la lettre, on va voir si elle ne me répondait pas, mais tout le monde est témoin. On va voir, je pense qu'il y aura 200 à 300 000 Français, tous réseaux sociaux confondus, qui vont connaître notre démarche de ce jour. Bon, ma démarche de ce jour. Et là, la DGSI est au cœur des réseaux pédocriminels. C'est du jamais vu dans l'histoire des services secrets. D'abord français, c'est quand même des gens qui sont habilités secret défense, c'est des gens qui sont censés nous protéger contre une intrusion sur notre sol de gens susceptibles de commettre des attentats. Imaginez que pendant leur partouze, ils ont révélé qu'il y avait un lieu susceptible d'être visé par un attentat terroriste, en l'occurrence la gare Saint-Lazare, et les grands magasins, mais là, bon, bref, on ne sait pas lesquels. Ils devront s'expliquer avec la procureure antiterroriste, avec le procureur de Paris. Ces salopards et ces ordures. Je leur envoie un message aujourd'hui, c'est vous qui êtes ciblés, c'est pas moi. Et quand vous m'avez envoyé trois personnes d'origine brésilienne pour venir m'agresser, et je me suis battu physiquement alors que ce n'était pas dans ma nature pour me défendre, et que j'ai filmé la scène en plus, et que ça a été classé sans suite par François Bonnecarrère, qui revient, et qui était quoi? En charge de la déradicalisation, et qui était en lien avec qui? La DGSI. Et qui en plus n'y connaît rien à la déradicalisation. Il y a une vidéo de lui sur internet, je le dis, c'est pas diffamant, il était littéralement incompétent. Il ne connaissait rien à la théologie islamique, au Coran ou à quoi que ce soit. Bon bref. Comme beaucoup de magistrats qui n'ont pas la formation. Et qui manquent aussi de formation sur le post-traumatique et sur la gestion des agressions sexuelles sur mineurs. D'ailleurs, Muriel Selmona fait un exceptionnel travail par rapport à ça, ainsi que Marie-Christine Grison. Mais je vais revenir en fait. Alors, on se pose la question aujourd'hui avec les musulmans de France. Et autre point que je vous apporte, eh bien, vous avez là, pardon, attendez, ma lettre. Vous avez là ma lettre envoyée à Gérald Darmanin, donc en recommandé le 25 septembre dernier, qu'il a déjà reçu parce que j'ai eu le retour de recommandé. Alerte enfant en danger, complicité de fait de fonctionnaires de police, demande urgente de rendez-vous, maltraitance et corruption de mineurs. Où, bien sûr, je lui rappelle comment les enquêtes sont falsifiées. On a les noms de tout le monde. Hein. Là, on a des policiers assermentés qui se sont manifestement attribué le droit de couvrir des faits de maltraitance et de corruption d'enfants mineurs, des inégalités qui aggravent la non-assistance à la mise en danger de mes enfants, mais aussi d'autres enfants, ainsi que mon éloignement auprès d'eux. Donc, derrière des policiers qui se sont amusés à tromper la vigilance de plusieurs procureurs, hein, qui eux faisaient leur travail. En l'occurrence, en dernière date, la procureure de Versailles et de Paris. Je pense qu'ils vont vachement apprécier. Hein. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ces mêmes policiers se sont amusés à essayer de dire que j'avais mis sur Internet des photos à caractère pédophile, sans en apporter la preuve. Vous avez été accusé, un peu comme Stan Mayo d'ailleurs. Bravo. Inversion accusatoire. Bravo. Alors là, ils sont très malins. Ils sont très très malins. J'ai tout de suite alerté les autorités. Alors, monsieur Gérald Darmanin, si vous ne me recevez pas, c'est un message fort qui va être envoyé à tous les musulmans de France, patriotes bien sûr, et à tous les Français. Ça veut dire qu'en fin de compte, si vous ne me recevez pas avec une délégation, ça voudra dire que vous allez couvert ces policiers corrompus qui sont mêlés aux réseaux pédocriminels. Et ça voudra dire aussi, monsieur Gérald Darmanin, et vous n'aurez aucune excuse, que si vous protégez ces réseaux pédocriminels, beaucoup considéreront que vous en faites partie. Eh bien, je vous dis tout de suite, droit dans les yeux et face caméra, que je suis intimement convaincu que vous allez me recevoir parce que vous ne voulez pas de ça dans notre République. Voilà. Et moi, je vous fais confiance, monsieur Darmanin, sur ce point.
Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, là, ce soir, après tous les liens que l'on vient on va dire, de pointer du doigt? Certes, on n'a pas pu rentrer en détail sur chacun des aspects, puisque votre dossier est long comme le bras. On a pu consulter avec vous depuis plusieurs mois maintenant la quantité incroyable de documents que vous avez à votre disposition, qui concernent votre affaire, mais qui concernent aussi les affaires que vous avez reçues des autres familles plaignantes, et qui, on va dire, confirment tous ces liens dans les réseaux. C'est ce microcosme que vous appelez Pédoland en France, l'implication de cette cellule dont on ne parle jamais en France, donc trafic humain du FBI, que l'on découvre grâce à vous, l'implication de l'administration Trump aussi sur ce sujet-là, avec Ivanka Trump, les liens qui ont été assez vite balayés dans l'affaire Epstein, et son implication géographique, et aussi en termes de ressources, puisqu'il y avait des rabatteurs en France, on ramenait des filles. On rappelle aussi Ghislaine Maxwell, qui est venue se réfugier plusieurs fois en France, et qui aujourd'hui est emprisonnée aux États-Unis. On a vu tout ça, et Jeffrey Epstein n'était que le simple employé de Maxwell. Exactement. C'est ce que beaucoup d'enquêtes ont révélé. Et justement, je pense qu'on reviendra largement en détail avec vous dans les prochains jours et prochaines semaines pour comprendre un petit peu les ramifications. Mais qu'est-ce que vous dites à toutes ces familles qui se sentent impuissantes et démunies et qui subissent les actions de ces réseaux? Alors, je vous dis avec beaucoup de fierté qu'elles se sentent de moins en moins impuissantes et impunies, parce que de plus en plus elles s'approchent de moi. On m'avait attribué ce surnom lors des dernières manifestations de président des enfants. Moi, j'ai jamais demandé à être appelé le président des enfants. Moi, j'estime que... Parce que je pense qu'on est encore, j'espère, dans une démocratie qui a un président officiel, qui a des structures officielles, et que normalement, tout ça doit se remettre en place et sur les bons rails. Moi, je n'ai pas demandé du jour au lendemain à être comme ça, à recevoir tout ça. Je gère au mieux. D'ailleurs, je fais un énorme travail de méditation parce que ce que je reçois, c'est terrible. Je vous donne 2 petits exemples. L'affaire Sabrina Bourré, où cette pauvre femme avec beaucoup de courage se bat pour sauver sa fille d'un réseau pédocriminel. C'est horrible. Quand j'ai lu son dossier avec la plus grande attention, je l'ai transmis à plusieurs États étrangers. Comment ça se fait qu'en France, on n'ait pas pu voir tout de suite le bon sens, et on a fait tomber cette femme dans des décisions complètement arbitraires, qui l'a éloignée de son enfant et qui a permis au prédateur de son enfant d'avoir la main encore sur son enfant depuis des années. L'affaire Nadine Plestan. Comment vous m'expliquez que Air France, parce qu'attention, il y a des réseaux qui sont impunichés partout. Ces 2 filles ont pu faire, dont une qui est autiste, un voyage en avion dans le sud de la France sans que les parents soient au courant. Elles réclament les fiches jaunes auprès d'Air France, et la direction d'Air France empêche de permettre à ce qu'elles établissent la vérité pour savoir comment ces 2 enfants ont pu voyager. Comment ça se fait que l'ASE a ce pouvoir de permettre à ce que des enfants voyagent en France sans l'accord des parents? L'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance. On en reviendra, je pense, même dimanche, parce que ça, c'est juste l'horreur. C'est un vol à l'État national, et ça, plusieurs États étrangers ne comprennent même pas qu'une structure aussi, c'est horrible, qui bénéficie d'à peu près 7 à 10 milliards d'euros par an, plus que le budget de certains ministères, qui en fin de compte, permet à ce que des enfants restent dans la maltraitance. Voilà, je vais rester le plus poli possible. Nadine Plestan, ses filles arrivent dans le sud de la France, sur Nice. Elle porte plainte pour enlèvement d'enfants. Ces enfants, elle ne sait pas où elles sont pendant 5 ans. Il y a un classement sans suite. Qu'est-ce qu'on fait des policiers à cet endroit-là? Comment ça se fait que des magistrats n'ont pas pu permettre à ce que des parents ne sachent pas où sont leurs enfants pendant 5 jours? C'est juste horrible, mais des dossiers comme ça, j'en ai pléthore. Là, en ce moment, je travaille sur un réseau pédocriminel extrêmement lourd, avec des rituels sataniques, manifestement, où des enfants ont les yeux crevés, d'autres sont obligés de boire du sang. Enfin, on est en plein délire, c'est du cauchemar, ça se passe en France. Et attention, j'invite tout de suite les 2 petits salopards de journalistes qui se prétendent journalistes, qui ont osé me cracher dessus, ainsi que sur tout le mouvement citoyen qui est en train de se faire. Vous faites partie aujourd'hui de la pédosphère. Parce que, et d'ailleurs, vous avez violé la charte des journalistes de 1973. En plus, si je porte plainte contre vous pour diffamation, vous allez perdre, parce que vous avez dit avoir fait des enquêtes sans nous avoir jamais vus, sans nous avoir jamais entendus.
Qu'est-ce que veulent les enquêtes? Vous êtes, attention, fichés aujourd'hui auprès de tous ceux qui se battent contre la pédocriminalité comme appartenant à la pédosphère. Alors, s'il vous plaît, épargnez les vrais journalistes qui font le vrai travail et arrêtez de nous incriminer parce que nous sommes majoritairement des parents plaignants qui nous battons pour révéler à la France entière, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Un enfant disparaît toutes les 10 minutes dans ce pays. J'ai rencontré, quand je lis votre entretien, comment vient l'idée du film de Jean-Pierre Mocky? L'idée du film de Jean-Pierre Mocky, c'est après avoir rencontré... Balai écarlate. C'est après avoir rencontré un journaliste effondré qui avait laissé sa voiture avec sa fille dedans ou son enfant dedans à Place des Ternes, là à Paris, dans le 17e, qui était parti poster un courrier, qui est revenu, la voiture avait disparu. Il a retrouvé sa fille. 3 jours après, elle avait été violée. Ça peut arriver à n'importe qui. Toutes les associations qui travaillent sur le sujet vous dites n'éloignez-vous pas de vos enfants. On en arrive à ce stade en France. Écoutez, est-ce qu'il y a plus grave que des enfants violés? Est-ce qu'il y a plus grave que ce crime? Je ne fais pas la hiérarchie de l'horreur, mais est-ce qu'il y a plus grave que ça? Et c'est pour ça que j'aime les Français, c'est pour ça que je le répète sans arrêt. Les Français sont pas racistes, les Français sont fiers, ils sont gaulois et francs dans l'âme, ils ne voudront jamais qu'on s'en prenne aux enfants et ils sont en train de découvrir l'horreur. Alors j'invite que certains ne se complaisent pas dans les contrefeux bidons. À chaque fois je sortirai pour vous dénoncer et pour dénoncer que vous faites pas ne traitez pas le fond du problème. Il y a des vrais réseaux pédocriminels en France, où il y a malheureusement des magistrats, où il y a alors malheureusement des policiers. Malheureusement. Et ces réseaux existent grâce à ça. Et c'est vrai qu'ils s'appuient sur le fait qu'ils récupèrent et qu'ils attrapent des parents incestueux, majoritairement des pères, malheureusement. Et qu'à partir de ça, ils mettent des enfants dans des réseaux avec des complicités aussi de médecins psychiatres, complètement tarés pour certains. Et puis on a la preuve aujourd'hui que le Conseil de l'ordre s'est occupé lors de la Fazenda d'éliminer, de radier des médecins qui avaient fait des signalements d'enfants maltraités et violés. Imaginez le taux de criminalité, de substance, mentale de ces gens. Là, on est en plein délire. Ces gens, après, vont dire si vous êtes normal ou pas. Mais c'est eux les fous, c'est eux les tarés, c'est eux qu'il faut enfermer. Et on va les enfermer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement international, il y a un mouvement national. Voilà, moi je vais vous dire une chose. J'ai été très ému récemment, et c'est là-dessus que je voudrais conclure. J'ai été très ému de 3 choses. La première, c'est les lycéens. Mais j'ai été ému de voir qu'aujourd'hui des lycéens de plus en plus, et ils me le témoignent, et ils prennent contact avec moi, ils demandent à comment aider. Putain, mais c'est beau cette jeunesse, on l'incrimine du matin au soir. Et là, ce gouvernement, comme seul destin, elle leur offre le chômage pour ceux qui vont rentrer dans le milieu du travail, les 700 000 de cet été. Eh ben, je suis fier de cette jeunesse française parce que souvent on dit ouais mais on les a manipulés, ils sont que dans le combat écologique, ils se battent pour des phoques sur les banquises. Ben non. Eh ben bravo les lycéens, je suis fier de vous parce que vous êtes de plus en plus à vous engager contre la pédocriminalité. Vous avez cette fierté au corps de vouloir sauver les enfants de France, ceux qui ont 10 ans de moins que vous en gros. Eh ben je vous applaudis. Et devinez quoi? Et là ce que je veux dire est extrêmement grave. Eh bien, l'institution judiciaire et policière commence à avoir peur. Peur de ces lycéens qui se lèvent. J'espère que vous viendrez nombreux à la manifestation de dimanche, partout dans les villes où elles se feront. En tout cas, que là où vous soyez, continuez à nous soutenir. Merci pour votre combat, à nous relayer. Je vous donne un exemple qui est extrêmement grave. Il y a à peu près un an, ça s'est passé à Épinal, dans les Vosges. Un groupe de lycéens ont coincé et piégé un enseignant. Le mec détenait des images pédopornographiques, bon bref. Et il avait un paquet de fichiers d'ailleurs, et puis il a été piégé par eux, bravo aux lycéens. Et bien moi je vais vous citer ici le préambule des réquisitions de la part du substitut du procureur du tribunal correctionnel d'Épinal. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors là, il ne s'adresse pas au salopard qui détenait les images, qui s'est défendu droit comme un i, et qui n'a pris au final que 8 mois de prison, je crois, avec sursis. Bon. Voilà ce qu'elle dit. Ce n'est pas des lycéens de jouer les justiciers, ce n'est pas tolérable. Je n'approuve pas cette façon de faire et je ne veux pas que cela fasse des émules. Non, mais on est en plein délire. On dit à des honnêtes citoyens, à des jeunes en devenir qui veulent que la France ait une colonne vertébrale, qu'elle sauve les enfants,
On est en train d'incriminer ceux qui ont permis l'arrestation de ce salopard, de cette ordure, de ce parasite. Comment? Putain, mais c'est délirant. Aux États-Unis, vous auriez votre médaille à votre photo à l'entrée de l'école. Et ben eux, non, en France, on dit mais attention, si vous le faites. Alors moi, je vous le dis exactement l'inverse. Vous faites des émules, vous êtes notre fierté. Si des mecs comme moi se battent, c'est parce que je suis content que des lycéens de France prennent à bras le corps ce combat. Ils se sont mobilisés récemment sur les tenues sexy. Ils ont d'ailleurs été très courageux dans ce combat à leur échelle. Mais là, ils sont montés au-dessus. On a des lycéens en France, et je vous applaudis des deux mains. Hein, ils ont quoi? Entre 15 ans et 18 ans, qui sont en train de dire non à la pédocriminalité. On veut sauver nos enfants. Pourquoi? Parce que c'est leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et vous imaginez le traumatisme qu'ils auraient à subir eux-mêmes si dans leur famille, leurs petits frères et leurs petites sœurs seraient violés? Il y en a 250 par jour, minimum. Minimum en France. Il y en a 2 qui meurent tous les jours. Il y en a 150 qui disparaissent à peu près chaque jour. Attention! On est aujourd'hui au niveau mondial le premier État pédocriminel au monde. Et quand moi je dis pédoland, c'est pas moi qui le dis, c'est aujourd'hui les opérateurs de touristes internationaux. Ils ont vu qu'Epstein se servait, il pouvait violer des c'est un vivier quoi. Un vivier pour les pédocriminels. Passer la plupart de son temps en France. Il y a aussi autre chose qui m'a profondément marqué, qui m'a écœuré en termes d'écœurement. C'est que récemment j'ai découvert que le pédocriminel Nornal Lelandais, il n'était pas content. Il n'était pas content le mec. Il est déjà accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer. Et puis bien sûr, vous le savez, pour la petite Maëlys, c'est extrême. L'horreur absolue. Et je dis encore tout mon soutien, ma solidarité aux parents, car sachez, la petite Maëlys, elle est dans chaque battement de nos cœurs. Vraiment. Bon. Eh bien, le Landais, ainsi qu'un dénommé Christian Quesada. Alors, j'ai découvert là que ces 2 pédocriminels, parce que Christian Quesada a quand même été condamné à 3 ans de prison ferme, avec mesure de soins, pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Bon. Alors, ces deux-là, c'est comme le comble absolu en France. Ils ont osé s'en prendre et attaquer, pour l'un, Nornal Lelandais, un expert de l'émission de Jean-Marc Morandini qui s'appelle Pascal Neveu, et puis l'autre, Christian Quesada, il s'en est carrément pris à Cyril Hanouna. Et je félicite Cyril Hanouna du travail qu'il fait à son échelle. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas très télé. De toute façon, voilà. Je suis un homme du livre. Mais je dis de ce que je découvre, ainsi que C8, dans un vrai combat qu'ils ont mené contre la pédocriminalité. Et bien ce mec Quesada se permet de s'en prendre à Cyril Hanouna en disant mais attendez, vous respectez pas et vous méprisez ma présomption d'innocence. Non mais attendez, plein délire. Il faut savoir que Pascal Neveu a été convoqué au tribunal et qu'en vidéoconférence il a été mis face à Nornal Lelandais. Mais dans quel pays on vit? Mais Nornal Lelandais, je vais te dire une chose, Christian Quesada, mais il n'y a que vous qui pensez que quand vous allez sortir, vous allez avoir une aide d'honneur. Mais il n'y a que vous qui le pensez. Moi, je vous dis tout de suite, il n'en sera rien. Et j'ai même envie de vous dire une chose, restez en prison. Et le plus longtemps possible. Et Christian Quesada, s'il te plaît, tais-toi, ferme-la. Fais tes 3 ans, peut-être que tu auras même une remise de peine. J'en vomis d'avance. Mais ne t'en prends pas à Cyril Hanouna à C8, tu vois. Pour le coup, Cyril Hanouna, merci. Merci. Tu vois, j'en suis arrivé à féliciter une émission People. Mais putain, mais comment ça se fait que c'est quelqu'un comme Cyril Hanouna qui amène le débat sur la pédo? Eh bien, je lui dis bravo. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On en arrive à un stade où c'est un traitement People. Et à ce propos, je vais vous citer une phrase d'un type exceptionnel, qui avait déjà alerté sur la question il y a quelques années, qui est Christophe Lambert. Christophe Lambert avait sorti un bouquin qui s'appelle Le Juge. Et il avait été interviewé par Non-Stop, j'ai retrouvé ça sur un site qui s'appelle Non-Stop People, comme quoi il n'a pas été interviewé. J'aurais bien voulu qu'il aille chez Ruquier pour parler de son bouquin d'ailleurs. Et je cite le lien nonstoppeople.com, enfin vous retrouvez Christophe Lambert
vous seriez étonné par le nombre de pédophiles protégés qu'on connaît. Incroyable, ça aurait dû faire une bombe. Son propos extrait du livre. Alors, je répète les propos de Christophe Lambert auprès de ces journalistes qui ont le courage quand même de rapporter ces propos, parce qu'aujourd'hui il faut du courage, on est en plein délire. Alors je cite Christophe Lambert, Christophe Lambert, merci. Je vois que le monde est plus violent qu'avant. Vous seriez étonné par exemple de voir le nombre de pseudo-hommes d'affaires, de pédophiles protégés qu'on connaît dans la politique, la finance. Les affaires sont très vite étouffées. On trouve des filles dans des caves à qui on file des gamelles comme à des chiens, qu'on bat, qu'on drogue. Ou la petite qu'on va aux enchères sur le dark web. Et des sites comme Silk Road, qui est fermé depuis, je le précise, par le FBI. Où on peut trouver tout ce qu'on veut et qu'on met souvent des années à fermer. Et Christophe Lambert, à l'époque, n'a même pas fait tous les plateaux télé. On a censuré cet homme. Certains ont voulu faire croire qu'il sortait des désintoxications d'alcool. Christophe Lambert, on t'aime. Merci d'avoir jeté le pavé dans la mer. Mais dans la mare, et tu es comme tous les Français. Ce que je tiens à dire, c'est que tous les Français vont dans ce sens. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont été mal informés et mieux que ça, désinformés. Avec ces faux combats, machin. Et là où je voudrais conclure, parce que vous m'avez posé une question quand même très importante tout à l'heure. Vous m'avez dit, écoutez, monsieur Latable, pourquoi il faut faire confiance? Pourquoi ils vont faire confiance et vous nous dites de faire confiance à des États étrangers? Alors je vais vous révéler un scoop qui concerne ma propre affaire. Et là, vous allez tomber des nues. Il y a 3 ans, en février 2017, on a mis dans ma boîte aux lettres une photo pornographique de mon ex-compagne. Que je vais vous montrer exceptionnellement. Si elle n'est pas contente, elle me poursuit pour diffamation. Elle a reconnu dans un procès verbal tout récemment que c'était elle sur les photos, que c'était un photomontage. Voilà ce qu'on a mis dans ma boîte aux lettres. Là, on a caché les parties. Bon, vous imaginez la scène. Bon. J'ai porté plainte le 24 février 2017, 14 février 2017, auprès du procureur de Paris, qui était à l'époque M. Molins. Et ça renvoyait aux propos de mes enfants qui révélaient des mœurs complètement déviantes de leur mère. Avec 7 témoins à qui j'avais aucun lien de parenté, qui avaient eu les propos de mes enfants. On a classé sans suite. François Bonnecarrère s'est amusé à classer sans suite et à protéger les gens comme ça. 3 ans après, j'ai prié très fort. Et parce qu'on m'accusait à tort d'avoir fait un photomontage, j'ai reçu le Saint FBI, merci mon Dieu. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas qui me l'a mis. Voilà. On m'a révélé le site internet où figure effectivement cette photo, déjà vue plus de 17 000 fois. Ce qui fait dire que l'homme que vous avez en face de vous a été victime d'un complot de la part de la DGSI et des pédocriminels, des déviants qui y sont et de leurs policiers complices. Aujourd'hui, tout ça est dans les mains du procureur de Paris. On sait qu'elle a menti. On sait qu'effectivement, il y a des choses très graves qui ont été commises. Voilà comment en France, on essaie d'accuser un innocent. On dirait un film hollywoodien, mais c'est la pure réalité. Je vous remercie 1000 fois pour nous suivre, pour relayer cette vidéo, pour être présent. Et aujourd'hui, on se bat tous et je me bats grâce à vous, parce que vous existez et que je suis noble. Comment dire, votre noblesse de cœur à être français, c'est-à-dire votre bienveillance et votre empathie auprès de tous les enfants de France. Je vous aime et je vous dis merci. Et je continuerai à me battre grâce à vous. Merci beaucoup Morad El Hattab. Alors on invite vraiment tous ceux qui nous ont rejoints en cours de live à revoir l'intégralité du live pour pouvoir comprendre les enjeux, les ramifications nationales, internationales. Bien évidemment, on vous tient au courant dans la suite des prochains jours et des prochaines semaines sur son enquête, sur tous les dossiers que l'on a reçus. On essaiera de vous apporter un maximum d'éléments. En tout cas, on vous donne rendez-vous ce dimanche 11 octobre de 13h à 18h en live sur notre page Nexus pour la manifestation sur les réseaux pédocriminels. Et voici la lettre que Morad El Hattab va déposer d'ici peu demain à l'attention de Brigitte Macron pour l'interpeller sur l'ensemble des éléments qu'il a découverts dans son enquête et c'est édifiant. On vous renvoie à notre numéro, à nos 2 numéros 91 et 94 qui déjà en 2014 faisaient des dossiers exceptionnels pour briser l'omerta, dénoncer l'impensable, les réseaux, les placements abusifs, interview exclusive de Jean-Pierre Mocky. Merci Morad pour avoir dénoncé l'omerta et brisé le tabou. On vous dit à bientôt. Merci à tous. Partagez au maximum. Au revoir.